Je suis heureuse de vous accueillir ce soir à une rencontre avec le cinéaste et incidemment metteur en scène d'opéra Charles Binamé. Cette rencontre se fait dans le cadre du Ciné-Club du film sur l'art de l'Observatoire du cinéma au Québec, en partenariat exceptionnel avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal et plus particulièrement de la chaire de recherche du Canada en création d'opéra et aussi avec l'Opéra de Montréal. Mais tout d'abord, bonjour, Monsieur Binamé. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, si c'est correct, je vais vous appeler Charles parce qu'on a beaucoup échangé ces dernières semaines. Ça va être plus facile, mais on va garder le vous radio-canadien, n'est-ce pas? Alors, Charles, vous êtes cinéaste québécois qui se passe de présentation parce qu'ayant réalisé des séries télé, des longs métrages au rayonnement exceptionnel et maintes fois primés. Mais aujourd'hui, nous vous accueillons en tant que metteur en scène du Carmen de Bizet, créé et capté à l'Opéra de Montréal en mai 2019 et diffusé dans 26 salles à travers le Québec le 23 février 2020. Diffusé en direct. Dans cette discussion, nous, des chercheurs et étudiants de l'Université de Montréal, espérons nous nourrir de cette expérience de mise en scène, de vos réflexions et de votre regard de cinéaste et de mélomane sur le rapport et la relation de la caméra à l'opéra et au corps opératique. Avant toute chose, je tiens en premier lieu à tous vous informer que cette rencontre Zoom aura une durée d'environ 1h30, quoique je ne sais pas si on va être capable de tout contenir en si peu de temps. Et c'est présenté en direct aussi sur le canal YouTube de l'OCQ. La séance est enregistrée et sera disponible ultérieurement sur ce même canal. J'animerai la discussion avec notre invité autour du visionnement de 3 extraits choisis en 3 thèmes. Donc, 3 extraits choisis de la captation de Carmen. Le Ciné-Club se veut un espace d'échange à propos de l'art filmé. C'est dans ce contexte-là que je vous invite vraiment à entrer dans la discussion, à intervenir en levant la main ou en laissant un message dans la zone de chat. Je vous inviterai le cas échéant, mais vous pouvez intervenir en tout temps. Pour Charles comme pour moi, c'est vraiment un espace d'échange et vous êtes vraiment libre d'entrer dans la discussion. Avant de commencer, je tiens à vous présenter la chaire de recherche du Canada en création d'opéra, dont les objectifs de recherche devraient orienter, je crois, notre discussion à venir. Cette nouvelle chaire, mise en place par la compositrice et professeure titulaire de la faculté de musique, Anna Sokolovitch. Je crois, Anna, que vous êtes présente. Bonjour, bonjour, enchantée. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, cette nouvelle chaire aborde des questions comme la nature de l'opéra, son lien avec les nouvelles technologies, les modalités de la création interdisciplinaire et l'avenir du genre opératique. C'est quand même très large comme champ de recherche. Le tout avec une approche ancrée dans la recherche-création et faisant le pont entre le contexte académique et le milieu artistique professionnel. Donc, peut-être que c'est une première aujourd'hui, justement, de faire cette rencontre avec vous, Charles, et dans le contexte académique. La chaire prévoit notamment la création de mini-opéras conçus pour la réalité augmentée et virtuelle. La chaire, ainsi que d'autres chercheurs en études cinématographiques ici présents, comme André Gaudreault et Olivier Asselin, alimentent une réflexion sur la relation entre l'opéra et les écrans et sur les captations d'opéra conçues pour la scène. Alors, Charles, avant d'aborder ces questions, j'aimerais que nous parlions de votre travail de metteur en scène. Je sais que c'était une première pour vous. Pouvez-vous nous parler de votre démarche et mettre en contexte le premier extrait que nous avons choisi? Très certainement. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là pour, dans le fond, réfléchir à toutes les questions dont Marie-Odile nous a parlé. J'approche cette rencontre-ci avec beaucoup d'humilité parce que, vous le saurez probablement, que mon séjour à l'opéra a été une expérience unique jusqu'à maintenant.
dans laquelle je me suis lancé à corps perdu parce que je suis de nature curieuse et j'aime toucher à autre chose qu'à mon métier strictement. Je fais de la sculpture aussi, je dessine. Et je j'ai à cœur dans cette rencontre-ci, de vous entendre autant que vous allez m'entendre pour que je puisse également rebondir sur ce que vous allez dire, sur et vos interrogations et vos constatations. Et parce que dans le fond, mon expérience étant unique, j'ai relativement peu, à part les notes mentales que j'ai prises, j'ai relativement peu de matière à offrir, comme si j'avais 20 ans d'expérience, comme si vous me demandiez de parler de cinéma, par exemple. Donc, pour répondre à votre question, Marie-Odile, la première chose qui m'est venue, que j'ai probablement amenée de mon obsession au cinéma, parce que j'ai fait plusieurs films, si vous connaissez ma filmographie, j'ai fait plusieurs films sur des personnages réels ou tellement réels par la fiction qui sont devenus réels. Je pense à Séraphin. Mais Séraphin, c'est une époque. Maurice Richard, c'est une époque. Lucien Rivard, c'est une époque. C'est des personnages, mais c'est une époque. Là, bon, dans le cas de Lucien Rivard et de Maurice Richard, il y avait des personnages réels. Mais je suis toujours obsédé par essayer d'aller à la rencontre euh, de ce que c'était, ces époques-là. C'est extrêmement difficile de témoigner de façon objective. On ne le fait jamais, je pense. Mais on peut du moins faire une recherche qui satisfait une curiosité et qui fait que les choix qu'on fera par la suite sont conditionnés par la recherche et par un désir de transmettre le plus exactement possible, et subjectivement également, forcément, la réalité dont on parle, ou la réalité, l'environ, les environs culturels, la réalité sociologique dans laquelle les gens se trouvent. Si je parle de réalité sociologique, c'est que ça m'amène directement au cœur de Carmen, pour laquelle j'ai tout de suite eu le réflexe de dire, OK, de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce que je fais pour essayer de comprendre un film que je vais faire? Je lis le scénario, évidemment. Le scénario, ça va être mon guide. Euh, Ça a l'air d'une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Je ne parle pas du cinéma, mais je parle de l'opéra parce que j'ai passé assez bien de temps après avoir choisi ce dont je vais vous parler à regarder ce qui s'était fait ailleurs pour voir un peu c'est quoi l'atmosphère. Parce que n'ayant pas fait d'opéra, je me disais, bon, c'est quoi, dans quelle atmosphère sommes-nous sur le plan opératique? Je vous fais une confession tout de suite, je ne vais pas à l'opéra. J'aime l'opéra pour ses arias, malheureusement moins pour ses récitatifs. J'adore Wagner, et là, je peux me perdre dans les récitatifs sans problème. Mais disons que pour l'opéra italien, l'opéra allemand, je trouve les récitatifs un peu, et souvent, moins enchanteurs, disons, que l'opéra. On écoute ça pour les airs, il faut se l'avouer aussi, à moins de le voir en personne. Donc, alors, mon petit commentaire un peu ironique sur le scénario, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ne lisent pas les livrets. Le livret, pour moi, c'était mon guide. Le livret m'a donné beaucoup de clés et m'a posé beaucoup d'interrogations dès le début, avant même que j'accepte de faire cet opéra-là, en me disant, est-ce que je vais trouver mon chemin? Est-ce que je vais trouver à dire quelque chose avec cette matière-là qui soit prégnante, intéressante, divertissante, parce qu'on parle de divertissement aussi, qui ait un fondement et qu'on soit dans le droit fil des intentions des auteurs. Certains d'entre vous pourront penser que c'est une erreur, qu'il vaut beaucoup mieux s'affranchir et partir en orbite avec un semblant de scénario, du moins avec un squelette, et d'inventer, de faire beaucoup de fioritures ou d'exploration dans d'autres domaines complètement qui n'ont rien à voir avec l'opéra lui-même. Donc, j'ai vu Carmen à Cuba. Charles, vous citiez dans nos discussions, par exemple, une adaptation cubaine dans Oui, les années 50 de Carmen qui, pour c'est vous, ça. est en quelque sorte est assez une aberration, en fait, ne respecte pas Ben, l'idée.
J'ai rien contre la licence, il faut bien me comprendre, mais moi, c'est pas ma source. Alors, j'ai rien contre la licence, sauf que je questionne le rapport entre le livret, donc ce qui est chanté, donc ce qui est mis en scène, et ce qui est mis en scène par... Alors, vous les connaissez probablement toutes, les adaptations de Carmen, euh, mais on les retrouve à Cuba, on les retrouve dans des entrepôts avec des gens habillés en cuir, avec des nazis. On les retrouve souvent, je trouve, avec beaucoup de clichés quant à la femme, beaucoup de prédation, d'une certaine manière, au personnage de Carmen. Je reviendrai sur l'aspect de prédation. Mais j'ai essayé de comprendre, moi, au contraire, qui était cette femme-là. Puis je ne veux pas prétendre que les autres n'ont pas compris, mais je vous dis que ça m'a un peu déboussolé ou un peu surpris de voir qu'on pouvait, à ce point-là, transférer une œuvre, parce qu'un livret, c'est quand même une œuvre. Je vous donne un exemple. On a appris qu'à Venise, un metteur en scène avait inversé la finale. C'est-à-dire que c'est Carmen qui tuait Don José. Alors là, les bras me tombent parce que j'essaye de me dire pourquoi est-ce qu'on répète 17 fois, je les ai comptés, dans l'opéra, prends garde à toi, adressé à José. Alors, est-ce que c'est prends garde à toi parce que tu vas mourir à la fin? C'est peut-être ça, l'interprétation, mais ce n'est pas du tout ce que Carmen veut dire, parce que Carmen, j'ai essayé de la reconstituer. Je suis retourné jusqu'en Inde, jusqu'au nord-est, nord-ouest de l'Inde, et à la diaspora des premiers gitans qui sont retrouvés dans le bassin persique, qui sont retrouvés après ça en Égypte, d'où le mot djihad, qui sont retrouvés en Europe de l'Est, qui sont descendus en Espagne, qui sont remontés sur l'Europe. Donc, qui sont progressivement divisés en segments, secteurs, groupes, liés non pas par un pays, mais par le sang. Liés non pas par un attachement aux choses, mais un attachement à la vie. Et c'est comme ça que j'ai compris Carmen, c'est-à-dire je l'ai vue comme une femme qui voulait investir complètement ce qui était pour elle l'expression de la vie. Avec ses croyances à elle, ses superstitions, elle voit un lièvre courir entre les pattes du cheval, et là je retourne au roman fondateur de cette œuvre-là, de Mérimée, où les superstitions apparaissent. Le lièvre dans les pattes du cheval, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un signe de mort. Donc, elle entretient, elle, tout un encodage dans sa perception de la vie, et elle se présente à José comme une femme libre. C'est discutable, peut-être à notre époque, mais dans sa réalité à elle, dans son sang, dans sa croyance, elle est libre de toute attache. L'Europe, quand l'œuvre est écrite, alors je suis remonté, moi, aux guerres napoléoniennes, et j'ai vu que cette grande défaite-là, dans le fond, a laissé l'Europe un peu exsangue, obligée de passer par, je ne sais pas, 7 à 10 gouvernements jusqu'à Napoléon III pour essayer de se retrouver une identité. Et arrive Sedan, arrive des déceptions, arrive un climat d'incertitude et très certainement une recherche de plaisir ailleurs qu'en Europe qui était grise et malmenée par les guerres austro-hongroises et le reste. Et donc, on va fantasmer avec les peintres et les auteurs en Espagne, avec les gitanes, avec les putains, avec les lupanars, avec Topkapi à Istanbul, avec cette espèce de rêve de courtisane. Donc, les peintres, les Ingres de ce monde, etc., vont entretenir toute une espèce de fantasme autour de ça. Et j'ai essayé de situer Carmen en dehors de ça. Et j'ai essayé de l'ancrer dans une réalité qui serait la sienne, d'une travailleuse dans une manufacture de tabac. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avant même d'accepter le contrat, je regardais le livret, puis je ne comprenais pas pourquoi une manufacture de tabac, pourquoi il y a un corps de garde qui s'ennuie, qui regarde passer les passants, et donc, il y a toutes sortes de motifs musicaux qui sont écrits autour de ça. Pourquoi un corps de garde? Et là, je me suis dit, il y a des affaires que je ne comprends pas, il faut que j'aille
à Séville. Et donc, j'ai pris l'avion, j'ai été passer une semaine à Séville pour essayer de me tremper un petit peu dans cette culture-là aussi, essayer de ne pas reproduire des clichés trop voyants. Mais en étant à Séville, plusieurs d'entre vous le savent probablement, mais la manufacture de tabac, c'est aujourd'hui l'université. Quand on la regarde, il y a des grilles à la Louvre, pas la Louvre, à la Versailles. D'énormes grilles qui sont de fait des grilles de protection. Il y a un corps de garde. Et là, j'ai vu cette chose-là pour la première fois de tous mes voyages en Europe. J'ai vu une douve autour de ce bâtiment-là, qui est immense, qui est 3 fois grand comme notre édifice municipal, notre édifice sur la place place Jacques-Cartier. C'est immense et c'est en pierre de taille, c'est de facture classique. Quand on la regarde et qu'on se retourne, tout à coup, on s'aperçoit que les murs de la ville sont derrière nous. Donc, le bâtiment, pour ses besoins de douve, etc., une douve, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on trouvait autour des châteaux avant. Donc, il y a de l'eau pour protéger, évidemment, pour éviter que les gens n'envahissent le building. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que le cigare est une denrée extrêmement chère. Il y a également 2000 quelques femmes qui travaillent là. Et donc, là, tout à coup, je m'explique l'existence du corps de garde. Si je vous donne ce détail-là, c'est pour vous expliquer que j'essaie d'aller à la rencontre d'une chose qui, pour moi, résonne dans ce que je vais faire comme metteur en scène, c'est-à-dire d'essayer de mettre une réalité en scène qui reprend les désirs originaux des deux librettistes. Et donc, en faisant ça, je me trouve à situer Carmen comme une travailleuse, non pas du sexe, mais une travailleuse dans la manufacture de tabac. Non pas une putain, mais une femme qui se réclame de sa liberté et qui, tout au long, en tout cas pour ce qui est de la première moitié, pratiquement, s'offre à José comme une proposition entière. Laisse faire le clairon, laisse faire ton truc, je t'offre moi pour la vie, allons dans la montagne, allons vivre une vie libre et libre de toute attache. José, évidemment, de par sa nature, de par sa composition, de par le fait qu'il est là dans le corps de garde pour plaire à sa mère, parce qu'il s'amende d'un meurtre qu'il aurait commis, je remonte à Mérimée, là, ne peut pas accepter ça. Sa culture est une culture d'asservissement. Sa culture est une culture également élitiste, parce que si on est dans l'armée à l'époque, on est dans l'élite. Donc, tout à coup, j'ai trouvé les deux vecteurs qui, pour moi, me parlaient et résonnaient entre eux, celui d'une liberté et celui d'un asservissement, celui d'une classe ouvrière et celui d'une élite. L'élite qui méprise la classe ouvrière. On n'a qu'à écouter, si vous le connaissez, l'air des soldats du corps de garde. On regarde passer ces gens-là, ils nous ennuient, qu'est-ce qu'ils ont à avoir cette gueule-là? Et puis bon, c'est du mépris souverain. Donc, c'est du mépris d'élite. Donc, j'ai tout à coup vu ça comme une proposition qui m'était faite de travailler une guerre des classes, ou une opposition de classe, en tout cas, dans laquelle Carmen n'est pas une perdante, dans laquelle je la considérais comme une gagnante parce qu'elle offrait tout, alors que José offrait ses peurs et sa piètre vie, dans le fond, qu'il fait pour plaire à sa maman. J'ai rien contre plaire à sa mère, mais disons, mettons ça en contexte. Donc voilà. Alors donc, ce long préambule-là, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, mais m'a amené à faire des choix qui sont de nature classique. C'est-à-dire, je n'ai pas situé ça dans un lieu abstrait, wagnérien, où là, il y a une licence énorme qui est faite au metteur en scène pour partir dans toutes sortes de directions visuelles, scénographiques, parce que la musique porte du symbolisme, porte des évocations. Et donc, là, j'étais dans une proposition qui était beaucoup plus concrète et que j'ai tenté de rendre la plus concrète et la plus signifiante que possible. Donc, pour vous dire, ce que je cherche au final, c'est l'émotion comme metteur en scène. Si je ne réussis pas à passer de l'émotion, j'ai raté mon coup.
Si je m'emploie à ça au cinéma, on a des moyens extrêmement puissants. On a la caméra qui peut s'approcher. On peut faire des plans très, très larges qui sont très émouvants. On peut avoir du silence ou de la musique. Tous ces enchaînements-là parlent d'émotions ultimement. Comment faire ça à l'opéra? Ben, à l'opéra, les moyens sont énormes. Il y a une scène avec, dans le cas de Carmen, il y a 120, 110, je ne me souviens plus très bien, j'avais 110 ou 120 personnes sur scène par moment. Il y a les costumes, il y a la musique, il y a le cadre de scène qui fait 60 pieds de long. Donc, il y a une proposition dramatique avec des leviers absolument hallucinants. Il y a les voix. J'en parle en dernier parce que ma préoccupation, moi, c'était surtout, évidemment, au plan de la mise en scène et de la mise en image de ça. Je présumais que les voix qui seraient choisies par l'Opéra de Montréal savaient leur texte et savaient chanter. Donc, j'ai travaillé avec j'ai eu la chance de travailler avec les solistes pendant l'année qui a précédé, de loin en loin, pas tous les jours évidemment, et de travailler les personnages avec eux. On reviendra à ça probablement quand on parlera de la mise en scène plus précisément, mais ça a fait en sorte... Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on présente l'extrait pour... Oui, on pourrait, après tous ces mots-là, envoyer un extrait dans lequel vous verrez un peu... Alors, l'extrait, je vous le mets en contexte. On est chez Lila Spastia. On a choisi une scène de groupe qui permet de voir un peu l'éventail de ce qui est présenté. Lila Spastia, je ne sais pas si tout le monde à qui on parle connaît le Carmen de Bizet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un café. C'est un lieu, en fait, c'est un bouge, pour être honnête, là, où se retrouvent effectivement les prostituées, les femmes faciles, les trafiquants, etc., les contrebandiers, mais où se retrouvent aussi les officiers qui viennent flatter la cuisse légère et qui viennent boire et qui viennent, bon, etc. Et dans ce contexte-là, il y a une scène où effectivement les officiers, vous en verrez, sont là et Carmen avec les gitanes, que j'ai essayé de rendre les plus gitanes possible. J'ai même eu affaire à une chorégraphe gitane qui a étudié la danse gitane. Donc, vous ne verrez pas le flamenco, qui est une dérive du mode gitan, mais vous verrez quelque chose qui a l'air d'être très primitif et qui est encore dansé. Si vous allez à Cadix ou ailleurs, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, vous le verrez danser. Donc, j'étais très heureux de trouver une chorégraphe qui ait réussi à me mettre ça en place. Mais voilà une scène qui va vous guider sur un peu tous ces mots que j'ai utilisés pour vous décrire le climat le plus vrai et en même temps le plus émotif que je pouvais réussir à rendre. Oui, une scène en fait où tu essaies de rendre, vous essayez de rendre le mieux la recherche d'authenticité, en fait, toute cette recherche d'aller assez vite, d'aller de remonter. En fait, je crois qu'on le voit très bien dans cet extrait-là. Et sur cette étrange musique, les tingales lassent le tambour de basse calait le train, les guitares force nues, princesse d'un insoucié, même chanson, même refrain, même chanson, même refrain. Oh
Oui, donc il y a une réelle recherche d'authenticité. On est dans les teintes aussi. Toute la scénographie reflète justement toute cette réflexion dans les teintes de foncé. Même Carmen, qui est habillée en noir, se distingue difficilement du reste du groupe. Donc, c'était aussi un choix, je pense, pour vous. Ouais, un choix et je l'avoue très humblement, une erreur de ma part. Je voulais... ma costumière m'a parlé toujours des solistes. Oui, on va le mettre, José, il va être éclatant, Carmen va être éclatante. Puis je la retenais. Elle a fait plusieurs propositions, puis je l'ai ramenée à une Carmen noire. Et ça a été une erreur, vraiment de débutant en opéra, parce qu'on le voit très bien dans des scènes de groupe. Par moments, elles disparaissent, elles se font au groupe. Là, vous avez de la chance de voir ça sur un écran avec des plans rapprochés. Même des close-up, on n'y a aucun doute où elle se trouve, mais dans des plans de foule où elle n'agit pas nécessairement à ce moment-là, mais qu'elle réagit, quand on est à la 50e rangée ou au deuxième balcon, on ne sait plus où elle est. Donc ça, je l'ai constaté malheureusement à mes dépens lors des premières répétitions ou des premières représentations, pardon. Il était trop tard pour me mettre une Carmen rouge. J'ai lutté contre la Carmen rouge parce que je trouvais ça cliché. Je me disais, l'habillement des gitans est souvent, bon, ils ont des foulards avec beaucoup de fleurs, etc., mais c'est noir. C'est noir ou gris. Toute la recherche que j'ai faite, c'est noir ou gris. Donc, voilà une obsession de réalisateur qui peut le mener à un cul-de-sac dans un choix d'une soliste, qui est la soliste principale dans l'opéra. Mais néanmoins, ça sort bien quand même à la caméra, c'est-à-dire qu'avec l'éclairage, on arrive à aller chercher notre Carmen. Oui, à la caméra. Oui. Oui. Alors, ça a peut-être été une frustration. Bon, c'est pas tout le monde qui regarde la soliste continuellement quand il se passe autre chose sur scène, mais ça donne l'occasion d'aller se poser l'œil sur, tiens, qu'est-ce qu'elle pense d'une scène comme celle qu'on verra tout à l'heure entre Michaela et José, la scène où Michaela va retrouver José dans le bois pour le faire venir voir sa mère mourante. Carmen a un rôle à ce moment-là aussi où elle observe cette dynamique-là. Et quelqu'un aurait pu vouloir aller voir ce qu'elle en pense, mais je pense que ça aurait été perdu, surtout que la scène est assez sombre. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient réagir à ce premier extrait ou à ce qui a été dit jusqu'ici de Charles Binamé, metteur en scène, de cette approche d'une recherche, en fait, vers l'authenticité, qui est une recherche qui est en pleine ligne avec votre approche de cinématographe, comme de cinéaste, pardon. Donc avec Maurice Richard, avec Séraphin. Donc il y a une influence là, mais enfin, j'aimerais entendre peut-être des gens, si Olivier, je pense que oui. Oui, merci beaucoup, M. Binamé. Merci d'être là aussi, puis nous faire
cette belle leçon de cinéma et d'opéra. J'avais une petite question. Vous disiez la recherche d'authenticité. Donc, vous avez pris le livret, vous avez lu la nouvelle de Mérimée et vous avez fait une recherche historique sur les conditions de vie donc des rouleuses de cigares, des gitanes. Est-ce que ça pouvait vouloir dire parfois aller à l'encontre des intentions de Mérimée et des intentions de Bizet? Parce qu'ils sont un peu orientalisants, ils travaillent eux aussi avec un petit peu les normes de leur époque. Est-ce que par moment, ça voulait dire un peu contredire le livret que de faire cette recherche d'authenticité? Peut-être, mais j'ai pris le parti d'interpréter, et c'est là qu'on a une belle licence comme metteur en scène, j'ai pris le parti d'interpréter tout le discours, et je n'ai pas trouvé de faille, tout le discours de Carmen comme étant un discours d'une volonté de liberté. D'une liberté, les choses étant ce qu'elles sont, là, de gitane. C'est pas une femme, c'est pas une Européenne de 1763, c'est une gitane. Donc, elle appartient à une autre culture. Et je pense que les auteurs, Mérimée en tête, ont tenté de dresser le portrait d'une femme qui cherchait à s'affranchir d'un certain nombre de normes qui étaient en vogue à cette époque-là. C'est comme ça que je l'ai interprété parce que j'aurais eu beaucoup de difficultés à faire une mise en scène qui aurait été celle du récit d'une femme à la cuisse légère qui se fout du monde et qui cherche son seul plaisir. Ça m'aurait pas allumé. J'aurais pas voulu aller passer tout ce temps-là, toute cette énergie-là pour dire ça. Alors, peut-être que j'ai anobli, d'une certaine façon, leur intention de base, mais je ne pense pas que je l'ai trahi parce que je ne vois pas, à moins que vous ayez une répartie en tête, je ne vois pas de répartie chez Carmen qui me laisserait croire que c'est une femme. Oui, elle a eu beaucoup d'hommes, parce que malheureusement, aucun homme ne sait répondre à l'invitation qu'elle fait de cette liberté-là. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à, disons, justifier et avancer dans cette matière-là pour faire en sorte qu'il y ait justement ce dont je parlais tout à l'heure, cette opposition-là qui est très, très proche de l'histoire de la France, je trouve, à cette époque-là. Oui, je pense que c'est assez juste. Si vous aviez eu à faire, bon, c'est une grande question, je ne pense pas que c'est on pourrait juste l'aborder, mais si vous aviez à faire un film de Carmen, une adaptation au cinéma, est-ce que vous auriez passé par ce même processus? Et puis, rapidement, évidemment, mais ça aurait été quoi? Parce que là, on a droit à une mise en scène, on a droit à une captation qui est calquée, en fait, sur la mise en scène, qui se soumet à la mise en scène. Mais un film, est-ce qu'il aurait pris ces libertés-là? Pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? Et où fait un choix d'élire des segments, euh, comme ça a été fait, il y a plusieurs Carmen qui ont été faits, et d'aller choisir une chose, et d'aller choisir un rythme, et d'aller choisir une fougue, et d'aller choisir une vie, et d'aller choisir un tempérament. Le fait qu'elle n'ait pas peur de la mort la distingue déjà probablement de nous autres, de nous tous, qui assistons à cette rencontre-ci, très certainement de ses contemporains. Et pour moi, par là, déjà, il y a un courage, où il y a un déterminisme, où il y a déjà quelque chose qui est inscrit dans sa culture, dans sa psyché, qui me la rend vraiment intéressante. Parce que je connais personne qui me dit je vois ma mort, elle est écrite, et quand elle fait les cartes, elle tire les cartes et elle sait que c'est la mort. Et je l'ai dirigée à ce moment-là pour pas que ce soit tragique, pour que ce soit un destin qu'elle voit de la manière la plus lucide possible. Donc, c'est ces moments-là que je cherchais à rendre émouvants. Mm. C'est très difficile, je vais vous faire un aveu, en fait, c'est très, très difficile malgré les moyens énormes
à l'opéra, c'est difficile de passer de l'émotion pour tout le monde dans la salle. Mm. Probablement qu'on rejoint une tranche du public quand on se retrouve vers le fond du parterre ou vers le fond des balcons, au troisième balcon. Je parle de Wilfrid Pelletier, évidemment. Quand on est le C'était une 1800. contrainte en soi. Hein? Oui, alors c'est énorme. Et donc, s'imaginer qu'on va émouvoir plus que 20% de la salle, je parle d'émouvoir, hein, je ne parle pas de montrer, je ne parle pas de chanter, je ne parle pas d'exprimer. Et c'est là que le chanteur est vraiment important, que son incarnation soit une possession pour que lui, elle, transporte cette émotion-là. Parce que la mise en scène, à un moment donné, est courte. La mise en scène ne peut que satisfaire un certain nombre de spectateurs. La voix, bien qu'elle ne se rende pas parfaitement au troisième balcon, a quand même une vie, une texture, une, une réalité, un réalisme pour la personne, une émotion qui va toucher, je suis persuadé. Puis des fois, la caméra, en fait, c'est là que la caméra devient importante, en fait, devient facilitateur d'émotions, d'après ce que je Oui, comprends. exact. C'est-à-dire que ça a été ma grande surprise. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant plusieurs mois, mais de loin en loin toujours. Donc, je les ai peut-être vus 5-6 fois. Chacun des groupes, seul, en duo, en trio, le quintet plusieurs fois. On a travaillé toutes sortes de choses sauf la musique. Et après ça, on a travaillé la musique, mais on travaillait les personnages. Et ma grande déception, c'était qu'en salle, je n'ai pas vu ce travail-là. Vous Et voulez j'ai dire que vous retrouvé ce avez travail. travaillé le jeu d'acteur, Oui, c'est ça, oui, vous avez oui, travaillé le jeu d'acteur avec eux, comme oui, vous l'auriez fait avec des acteurs au cinéma, c'est comme ça? je le fais au cinéma. Mm. En me disant, ils vont pouvoir. Parce que les chanteurs en formation n'ont pas de cours de jeu. Peut-être qu'il y en a à l'Université de Montréal, mais Anna, je vous vois hocher de la tête. il y en a, Oui, nous avons les cours, mais c'est assez limité. c'est ça. Oui, c'est La ça. voix devient vraiment, à mon sens, puis je l'ai découvert en le faisant avec eux, je trouve que la voix devient vraiment signifiante, porteuse, etc. C'est pas tout de bien le placer dans ce que j'appelle le museau, c'est-à-dire les résonateurs, de bien respirer. C'est pas tout. Les chanteurs sont bons quand ils incarnent la chose qu'ils chantent, évidemment. Je dis des évidences, là. Mais le jeu, la formation au jeu ou le désir d'aller investir autrement qu'en surface ou en compréhension. Comprendre un texte, c'est une chose. Le rendre, c'est tout un autre monde. Et c'est pas parce qu'un chanteur sait que l'enjeu, c'est celui-là, il va être capable de le rendre. Il faut d'abord qu'il relaxe le corps dans toute sa technique, puis qu'ensuite, il plonge à l'intérieur tout en retenant un peu pour pas non plus sombrer, parce qu'il n'y a plus moyen de chanter quand on est en sanglots. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... en tout cas, pour revenir à ce que je disais, j'ai donc travaillé avec eux et je n'ai pas vu, sauf les soirs où je m'assoyais très, très près de la scène, je n'ai pas vu ça. Et ma grande surprise, parce que j'avais oublié, parce que ma dernière expérience était celle de la salle, ma grande surprise quand j'ai vu le premier montage, c'est de me dire « Hey, OK, ils sont tous dans leur rôle tout le temps, même quand ils ne sont pas ce qu'on appelle on, c'est-à-dire quand ils ne chantent pas, ils sont sur scène et ils interagissent continuellement avec l'action. Je vois que les roues tournent dans la tête, qu'ils se situent, qu'ils ont un ressenti. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et je me suis dit que donc, ils avaient bien fait leur travail jusqu'à la scène. Mais c'était une surprise pour moi. Donc, la caméra, tout à coup, a un avantage sur un public assis un peu trop loin, où à un moment donné, on ne distingue même plus les yeux. On voit un corps, on voit une silhouette, on entend chanter, on voit des gens bouger, mais à un moment donné, dans la salle, on ne voit plus les yeux, on voit des trous noirs. Ils ont beau être maquillés pour être exagérés, c'est vrai que ça devient
plus ingrats. Donc, vivement les salles d'opéra plus petites qui pourront nous rejoindre Oui. en tout. On a d'ailleurs, on a choisi ensemble un extrait où on voit justement cette limite du chanteur-acteur. Est-ce que vous voulez en parler? Juste, peut-être qu'on pourrait le présenter, le duo entre Carmen et... Oui, mais moi, je serais partisan d'écouter quelques personnes parler de ça, Oui, du jeu et de la relation spatiale entre les intervenants, les chanteurs sur scène, c'est-à-dire comment et leur perception du public, où est-ce qu'ils vont poser la voix, où est-ce qu'ils vont poser l'émotion dans la salle. Est-ce qu'ils ont une relation à ça? Est-ce qu'ils vont le plus loin possible? Parce que c'est une question de rendu. Hein? C'est sûr qu'on leur demande de faire des gestes plus larges parce qu'ils vont les voir de loin. Mais j'aimerais, avant de moi d'en parler, les entendre sur c'est quoi leur perception ou leurs appréhensions ou leurs désirs. Levez la main, étudiants de ce monde. Une chose que je sais, en ayant travaillé un peu avec des réalisateurs au Metropolitan Opera, c'est que les Anna Netrebko de ce monde, qui est les grandes cantatrices et les grands interprètes comme Jonas Kaufmann et autres, ils ont vraiment du coaching d'acteurs, mais vraiment très, très poussé pour pouvoir justement faire cette double représentation sur scène et à la caméra aussi. Et c'est ce qui fait que certaines interprétations, par exemple, qui sont filmées pour le Met en particulier, bon, c'est sûr que ça ne sera jamais comme dans un film de cinéma, mais il y a quand même, il y a du jeu qui est plus poussé. Il y a des couches de jeu. Je ne sais pas si j'ai vu des gens hocher de la tête, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce sont des artistes à plusieurs niveaux. Maintenant, il y a une chose aussi, juste Oui. une petite parenthèse, c'est que les chanteurs savent que ça va être filmé. Oui. Alors, est-ce qu'ils incarnent un peu plus ce soir-là? Je ne veux pas le croire, je veux croire que c'est comme ça tout le temps. Mais une chose peut-être qu'ils font, très certainement, c'est de diminuer un petit peu la gestuelle ou le visage, le rendu du visage, parce que forcément, sur une scène aussi grande que ça, il faut être debout sur une scène grande comme ça pour réaliser à quel point on est loin du public. Et comment il faut, pour traduire ça, sans une caméra qui vienne chercher le visage, augmenter un petit peu, faire un trait un peu plus gros sur certains aspects, sur la gestuelle ou sur le visage, sur les marques du visage. Donc, peut-être que les captations qu'on a vues au Met, les Kaufman et compagnie savent très nettement que c'est filmé ce soir-là et peut-être en tiennent compte aussi. Hein? C'est peut-être pas le même rendu qu'un soir où il n'y a pas de captation. On nous fait croire que c'est exactement la même chose. Mais il doit y avoir une conscience de soi. Si tu n'as pas déjà appris à incarner ton corps, tu ne peux pas l'apprendre un soir parce qu'il y a une caméra. Donc, il y a aussi... mais certainement qu'ils sont self-conscious. Ouais. On y va avec notre extrait? Voilà une classe très silencieuse. Hein? Oui, franchement. Mais où sont les échanges? Moi, j'ai des professeurs, normalement, qui se précipitent pour discuter. Puis là, ben, on va leur... J'ai une question. Allez-y. OK. En fait, c'est justement par rapport aux détails. C'est la même chose avec le son. Mais pour quand on a filmation d'opéra, mais l'opéra, c'est pas le film. Donc, il y a une projection, il y a de la musique. C'est juste la question pour Charles. Comment, c'est quoi la considération ou la préférence, votre préférence par rapport aux détails? Est-ce que vous préférez d'avoir les films avec les mêmes détails de mise en scène non filmés ou l'adapter, d'avoir plus de subtilité
parce qu'on pourrait avoir des plans plus proches. Donc, juste sur ça. Est-ce que la question, c'est est-ce que j'ai demandé aux solistes ou aux chanteurs de modifier leur jeu un peu parce qu'il y avait des caméras ce soir-là? C'est ça. Et aussi, c'est quoi votre préférence, en fait, par rapport à ça? Si modifier, Ben, pas modifier, ou comment modifier? bon, je vais vous avouer bien franchement que je trouve qu'une captation est une ingratitude. Parce qu'une captation a des moyens limités. Dans notre cas, par exemple, on avait 7 caméras. Ils sont venus 2 soirs. Et ce que vous voyez, c'est un amalgame, évidemment, des meilleurs moments des 2 soirs. Mais ce n'est pas l'opéra qu'on a vu dans la salle. C'est un choix. C'est des choix. Alors, ces choix-là, dans certains cas, dans certaines circonstances, favorisent le jeu ou la perception qu'on a du jeu, mais également enlève beaucoup de liberté au spectateur dans la salle de choisir ce qu'il va regarder. Le spectateur peut très bien choisir de contempler l'ensemble et d'aller de temps en temps voir une chose ou une autre. Donc, on laisse beaucoup plus de liberté. Le spectateur est souverain en salle, alors qu'à la caméra, on lui impose des cadres. Donc là, il y a un réalisateur qui se substitue au spectateur et qui dit « il faut que tu regardes ça et il faut que tu regardes ceci ». Et donc, il y a donc un deuxième niveau de perception. Il y a un deuxième filtre par lequel on est conditionné et qui va conditionner également la perception qu'on a de cet opéra-là. Donc, c'est à la fois fidèle et tronqué. Et c'est une drôle d'antinomie, c'est un drôle de paradoxe parce que oui, il y a des avantages, mais est-ce que l'opéra n'est pas destiné à une salle, d'abord et avant tout? Et est-ce qu'une captation va vraiment réussir à souligner? Je vous donne un exemple de ça. Comme metteur en scène, mon obsession, moi, c'est les lentilles. Vous allez dire, ouais, mais c'est un technicien de la scène. Non, pas du tout. Les lentilles, pour moi, vont servir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec une lentille courte, une lentille longue. Est-ce que ça fait un wide angle ou un téléphoto? Vous avez tous vu ça sur les appareils photo. Il y a des téléphotos, ça peut aller à 1000, 2000 mm. Ou ça peut faire un 5.7 et on voit toute la pièce. L'acteur devient petit comme ça. Bon. Alors, on fait des choix continuellement dans des registres plus subtils que ceux-là, mais où on choisit de mettre notre comédien dans un cadre. Lequel cadre explique seulement le comédien et en flou le reste du cadre, ou notre comédien est au foyer tout le reste du cadre et même ce qui est en avant-plan. Et ça conditionne la grammaire de ce qu'on fait. Comme cinéaste, on cherche à créer des contrastes aussi. On peut passer d'un gros plan comme ça à un plan super large de 2 personnes sur un bout de quai qui sont vues de très, très loin, qu'un super wide angle. Et on peut recouper à ça. Et donc là, on a une dynamique visuelle qui s'installe. Ça, c'est des choix qui cherchent à débusquer l'émotion de la scène et à nous faire ressentir une chose. Alors donc, le metteur en scène, d'une certaine façon, à l'opéra, si on s'en tient strictement à la salle, est maître absolu. Parce que par sa lumière, il va faire des cadres. Par la position de l'acteur sur la scène, il va faire des cadres, de l'acteur-chanteur. Il y a plusieurs moyens à notre disposition pour rehausser une chose ou une autre. C'est sûr que quand on met un réalisateur et 7 caméras qui n'ont pas des choix, ils ont des choix de lentilles, mais ils sont tous dans le fond de la salle. Il y a une caméra qui est dans le fond au milieu, il y en a 2 sur les ailes dans le fond, il y en a 2 sur les ailes là, il y en a une dans la fosse d'orchestre, il y en a une en coulisses. Donc, ces caméras-là ont vite épuisé leur bagage de possibilités et donc on se retrouve tout le temps en aplat, dans le fond, dans une grammaire aplatie, sans grande atmosphère. D'ailleurs, on l'a vu, si vous avez peut-être noté à un moment donné, dans
dans la scène qu'on vient de vous montrer, la scène chez Aspasia, vous êtes venu probablement tanné. Vous avez dit, ah ben OK, mais c'est la même chose, on a vu ça, on a vu le plan large. C'est dommage parce qu'au cinéma, moi, je rendrais ça hyper dynamique, où vous auriez continuellement des changements d'axe, des champs en contre-plongée, des wide angles, des plans très rapprochés pour aller chercher des détails chez des personnages. Alors là, ici, on plaque des champs moyens, des plans moyens, des plans pieds, des grands angulaires, etc. Donc, moi, je ne retire pas beaucoup de capital ou d'émotion de plans comme ceux-là. Je trouve qu'ils traduisent, oui, oui, il y a une mise en scène qui ressemblait à ça, mais je ne peux pas dire que je vais vous captiver avec ça comme je pourrais le faire au cinéma. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, la captation a ses limites. Mais est-ce que là, vous parlez aussi des limites techniques, parce que dans le cas particulier de cette captation-là, il y avait quand même des limites techniques avec probablement des lentilles beaucoup plus puissantes. Peut-être aurait-il été possible d'aller chercher ces émotions-là. Non. Ah, OK. Non. Parce Non, que c'est parce que c'est sur scène? non, mais c'est parce que le truc à l'opéra, c'est surtout de ne pas faire de gros plans. Oui. Pour une raison évidente. Le chanteur a la bouche grande ouverte, on voit la luette. Est-ce qu'on veut voir ça? Non, on veut sentir ce qu'il sent. Donc, on veut essayer d'être au moins en plan moyen, et plus large. Là, on peut le décliner à l'infini. Mais ce que je veux dire, c'est que là où ça aurait été différent, c'est si j'avais eu des caméras sur scène et que je pouvais arrêter l'action, replacer mes caméras et tourner en jouant avec des foyers qu'on tire d'un personnage à l'autre, d'un avant-plan avec le chanteur qui est en arrière-plan et qui est en flou. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas tout le temps voir la personne qui chante. J'ai plusieurs questions. Il y en a Ah, merveilleux. Oui, il y en a quelques mains levées. Mais je vais vous faire les deux profs qui ont laissé. Il y a une étudiante, en fait, qui pose la question très bold. Pourquoi faire de l'opéra filmé si le résultat ne vous intéresse pas? Bon, dans le cas-ci, ce n'est pas vous qui avez filmé ça, mais effectivement, la question reste ouverte et vous n'avez pas besoin d'y répondre. Pourquoi faire des opéras filmés si le résultat qui en découle n'est pas vraiment intéressant au niveau émotif, au niveau de la caption même de l'esthétique de l'émotion? Il y a une espèce de tiraillement qui est là. Est-ce qu'une photo rend tout d'une époque? Est-ce qu'il faut être témoin de cette époque-là? Si on voit des photos de 1920, par exemple, des femmes à ombrelle, est-ce qu'on devrait faire ça ou ne pas enregistrer une mémoire? Dans le fond, la question est très, très bonne, hein, puis je n'ironise pas. Mais c'est un travail qu'on se pose. Bien, il y en a une. Moi, je pense qu'il y en a une. Je pense que malgré le fait que le cinéma soit court, dans sa représentation pleine et complète, il est quand même là comme un témoin. Et il est quand même là pour enregistrer je sais pas moi, un Wagner de Girard. Bon, j'ai pu le voir parce que je n'étais pas là-bas. Donc, j'ai consommé quelque chose qui avait été mis en scène par François que je n'aurais pas vu autrement. Donc, dans ce sens-là, oui, il faut se dire que c'est une chose imparfaite, tout comme le daguerréotype est une chose imparfaite, tout comme les films en noir et blanc sont des choses imparfaites de l'époque, comme le muet est une chose imparfaite, mais il traduit une époque et il nous donne des vestiges, il nous donne à contempler des vestiges. André Gaudreault, professeur, oui. Merci, Charles Binamé, d'être avec nous. C'est fort intéressant. Écoutez, on parle donc de la fonction éventuellement archive du détournage de l'opéra, justement dans le cours que je donne et dans lequel Marie-Odile est venue faire un exposé ce matin, un séminaire qui porte sur le hors-film notamment et sur la culture numérique. On a parlé de cette fonction-là, archivistique, disons, ou d'archivage, que la caméra peut permettre
dans justement des opérations comme celle de filmer un opéra. Bon, on sait que pour le Met, c'est pour d'autres raisons pour lesquelles ils font ça. Ils font d'abord et avant tout, ils l'ont fait d'abord et avant tout pour sauver la mise au plan financier. Et ils ont réussi. Du Met, qui était en détresse financière en 2006-2007. Mais la chose qui m'intéresse le plus dans ce qui vient d'être dit, c'est justement cette question de l'impact du tournage ou du filmage sur l'opéra ou sur les opéras. Il y aurait tout un travail à faire. Je vais peut-être donner ça à un de mes étudiants, un groupe d'étudiants dans mon séminaire. Tout un travail à faire pour relever l'impact incroyable que les tournages au Met ont eu sur la mise en scène, non du film, mais de l'opéra, d'une part. D'autre part aussi sur le jeu des comédiens, un impact assez important. Même sur le choix, bien sûr, des chanteurs-chanteuses. Puisque dans un opéra, vu à distance, qu'une soprano de 45 ans joue une jeune première de 20 ans, ça ne dérange pas trop, mais au cinéma, ben pas au cinéma, mais dès lors qu'on projette ça au cinéma et qu'on fait des plans moyens, disons, ça jure un peu, bon, etc. Donc, il y a toute une réflexion qu'il y aurait à faire là-dessus. On en a des échos parfois dans les journaux. Moi, j'ai fait un peu une recherche durant toutes ces années-là en regardant ce qui se passait dans les journaux, ce qu'on en disait, puis on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Par ailleurs, c'est vrai que les gros plans ou les plans rapprochés peuvent causer des problèmes. Bon, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'opéras du Met. Moi, je n'en ai pas vu des millions, mais je veux dire, j'en ai vu au moins 2 en salle et 3 ou 4 autres sur DVD ou autrement. Et effectivement, il y a je ne peux pas vous dire la courbe, mais il y a des époques, c'est-à-dire 2010, 2012 peut-être, où il y a plus de gros plans, etc. Mal leur en pris dans certains cas, puisque c'est drôle que vous parliez de la Luette, parce qu'en 1927, il y a un grand critique de cinéma qui parlait du film Chantant, puis qui disait qu'il faut faire attention aux gros plans parce qu'on voit la Luette dans la gorge des chanteurs. Là, c'était pour le cinéma, pour le film muet ou le film parlant ou le film chantant. Mais bon, peu importe. Effectivement, on sait que les chanteurs d'opéra postillonnent beaucoup. Il y en a qui vont au-delà du postillonnage qui vont jusqu'à projeter de la salive et même on peut voir des filets de bave dans un cas au moins. J'ai écrit un article là-dessus avec mon collègue belge Philippe Marion, la bave du chanteur d'opéra, parce que Jonas Kaufmann, dans des opéras mis en scène par Lepage de Wagner, la Valkyrie, je ne sais pas lequel des 4 ou des 3, mais peu importe, il y a un gros plan où justement il exprime tellement fort son émotion, etc. Il projette tellement qu'à un moment donné, il y a un filet de bave qui coule. Et moi, quand assis dans la salle, je l'ai vu. Je n'ai pas trouvé ça dégoûtant parce que c'est pas grave, c'est des images. Mais après ça, j'ai voulu retrouver l'exemple sur vidéo. Puis quand ils ont fait la version vidéo, ils ont enlevé ce gros plan-là. Donc, effectivement, il y a sûrement eu des leçons que les metteurs en scène d'opéra pour les cinémas ont tiré de ces erreurs ou de ces problèmes-là qui ont été causés. Mais c'est sûr que, moi, je pense que vous avez raison de croire que l'acteur qui sait, ou chanteur, qui sait, ou la chanteuse qui sait qu'il est tourné ce soir-là, ne joue pas la même chose. Il y aurait une recherche à faire pour comparer la prestation hors tournage de la prestation tournage. C'est évident qu'il y a une différence. Si je peux me permettre de rajouter à ce que vous dites, et pour répondre aussi en partie à l'étudiante qui a posé la question, c'est qu'il y a eu un grand bénéfice à tourner, pas juste pour le Met, donc déjà pour le Met, pour sa pérennité, mais également pour l'accès d'un public à cet art-là. Parce que c'est un art qui était en vase clos pendant tout un temps, et là, tout à coup, il a été démocratisé. Et au cinéma, je connais des propriétaires de salles à Montréal, étant donné mon métier, qui ont fait beaucoup de millages sur des représentations des opéras à travers le monde, et c'est sold out à chaque fois. Les gens aiment ça. Donc, découvrent un art peut-être plus populaire qu'élitiste,
qui va dans les foyers. Ça, je salue ça, même si la captation n'est pas parfaite, n'est pas au énième degré de perception ni d'émotion, elle rend quand même suffisamment bien que pour être consommée et largement consommée. Donc ça, moi, je dis chapeau. Mais c'est une fenêtre dans la salle d'opéra. C'est une Oui, fenêtre pour oui, rentrer. Anna? oui. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Binamé, très contente de vous entendre. Merci. C'est vraiment passionnant toute cette conversation-là. Il y a ici évidemment plusieurs choses dont on parle. Il y a évidemment la question des opéras qui sont filmés comme des films. Il y a des captations des opéras qui sont faits en salle, comme c'est ça le cas, qui sont filmés, donc c'est une autre chose. Puis évidemment, il y a, dans votre cas, la première fois faire une mise en scène sur salle, dans la salle, de la part de vous qui a l'expérience en cinéma. Donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes expériences. Puis évidemment, durant la tragédie grecque, nous n'avions pas, il n'était jamais filmé, donc on avait des grosses masques. Donc, de gros masques. Donc, évidemment, ça c'est un autre sujet. Et je vais pas aller, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais poser une autre question qui me turlupine depuis quelque temps. Vous avez parlé comment vous étiez parti depuis le livret. Et c'est ça qui vous a intéressé énormément, de voir vraiment la vraie histoire et de partir de bâtir l'histoire, etc. Combien la musique elle-même vous a guidé? Combien vous avez écouté la musique et ce qu'on essaie de faire le compositeur, c'est de faire vivre les émotions à travers la musique. Donc le texte n'a pas besoin nécessairement d'être compris. Ce qu'on essaie de faire, c'est de raconter l'histoire à travers la musique. Donc c'est quoi votre écoute de la musique et comment elle était importante dans votre Ben, conception de la elle musique? était capitale. C'est-à-dire que le livret était le premier élément de contact avec cette œuvre-là. Et une fois que j'ai apaisé les questions que je me posais, que j'ai fait les choix dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sûr que c'est la musique que j'ai écoutée pendant une bonne année à répétition. Je travaillais mes découpages de scène avec la musique dans les oreilles. C'est sûr que c'est la musique qui entraîne euh, euh, qui entraîne l'atmosphère, les émotions, la mise en scène. La musique est absolument éloquente et je pense qu'on s'ennuierait si on entendait juste les récitatifs tout au long sans aucune musique. La musique est tellement importante pour moi que je vais vous faire part d'une chose. Vous n'avez peut-être pas vu l'opéra, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais la question toujours pour Carmen, c'est de dire est-ce qu'on la fait avec ou sans comment dire, il y a un nom pour ça, je l'oublie, sans les paroles accompagnées c'est-à-dire avec les paroles accompagnées de musique ou non. Donc, on a le choix. C'est ça. Certains opéras font le choix de dire, bon, ben, les récites, là, on les envoie, la musique arrête, récitatif, on reprend. Ce qui s'est passé dans le cas de l'opéra, alors moi, je trouvais ça trop long parce que j'ai revu tous les récitatifs, tout ça, je les ai réédités, je les ai refondus pour qu'ils servent un peu la narration que je voulais. Mais je ne voulais pas qu'il soit un temps d'arrêt ou un moment où on fait une transition, où on s'explique ce qui va se passer, où on est rendu, etc. Donc, j'avais à cœur de les avoir en musique. Mais la question que vous venez de poser est tellement éloquente que je vais vous apprendre une chose que vous avez peut-être constatée si vous avez vu l'opéra, c'est que la musique des récites n'est pas la musique de la partition. Donc, avec mon chef, je lui ai posé le défi de m'écrire les musiques de récitatifs, de les réécrire. Et ceux qui connaissent l'œuvre savent très bien que les récitatifs, parce que l'opéra comique, c'était un opéra où les récitatifs étaient dits, c'était ça le genre, d'où le nom opéra comique, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'était un genre où on amenait les jeunes filles en fleurs voir la culture.
Et on leur donnait une chance de comprendre ce qui se passait en 10 ans sur scène, des longues tartines, des fois c'est des 3 pages. Moi, j'ai ramené ça à 5 répliques, mais je ne voulais pas qu'il y ait un creux. Je voulais qu'il y ait de la musique là-dessus. Et donc, mon chef, un fou, un beau fou, a accepté le défi et donc a été chercher les thématiques liées aux personnages et liées aux intrigues, a été recherché dans la partition ces éléments-là. Et donc, il a réécrit la musique. Et donc, c'est sans couture. Vous passez de l'air, d'un aria, d'un solo, à un récit qui est en musique, qui retombe sur un autre morceau qui est écrit par, qui est de la composition originale. Et il n'y a personne, jusqu'à aujourd'hui, qui m'en a parlé, qui a vu qu'on n'avait pas fait ça. Qu'on avait fait ça plus tôt. Donc, c'est pour vous dire à quel point la musique, pour moi, je trouvais que ça sonnait fou, je trouvais ça pompier, ces extraits-là. Et si vous avez la chance de voir l'opéra, la captation de l'opéra, puisqu'il a été capté, vous verrez que ces pièces-là, et il y en a une quinzaine hein, de récitatifs qui ont été remis en musique et dont personne, j'ai été étonné. Aucun critique, aucune personne n'a relevé le fait que ça avait été réécrit pour faire en sorte qu'il y ait une homogénéité. Et je dois avouer que le chef a fait un job extraordinaire. Anna, est-ce que vous voulez répondre à ce commentaire? Dans votre cas, c'est tout à fait pertinent. Vous irez. Dans mon cas, il faut que je fasse une mea culpa. Je veux dire, je n'ai pas vu la production. Je suis vraiment désolée. Oui. Donc, je Puisque peux vous pas, êtes compositrice. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais cette production, je ne l'ai pas vue, mais je trouve, je suis très satisfaite par la réponse, évidemment, que la musique guide et qu'on la considère si importante, parce que c'est ça que nous essayons de faire. C'est ça que nous essayons de parler à travers la musique. Puis vous savez, on écoute la musique en radio, on l'écoute sans la voir. Puis l'opéra, pas la musique, mais l'opéra, et ça fonctionne. Donc, on peut ne rien voir et avoir les sensations fortes quand même. Donc, qu'est-ce que faire, évidemment, sur scène pour aider ça et pas nécessairement... des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose non plus pour... la musique a censé avoir beaucoup de choses Tout à fait. écrites. Tout à fait. Amichai, oui. Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai dit bien votre nom. Oui. Si vous pouviez faire une production filmée de la même opéra, avec toutes les possibilités technologiques qui existent aujourd'hui, sans la problématique d'avoir mis en scène et filmation en même temps, juste faire une production filmée. Qu'est-ce que vous ferez comme si vous pouviez utiliser toutes les possibilités technologiques? C'est une bonne question. Ma première inclinaison, ce serait de transporter le souci que j'ai d'un rendu avec le plus d'authenticité et d'émotion possible. Donc là, ce serait incarné dans une architecture réelle, dans des lieux réels, dans une forêt réelle, etc. Mais étant donné que je l'ai fait, je n'irai plus là. Peut-être que je serai en pleine abstraction, avec les mêmes guides émotifs, mais peut-être que je serai en pleine abstraction. Et d'ailleurs, j'ai eu... Je vous avais posé la question et vous m'aviez dit que vous iriez à l'essence de l'intrigue, que vous enlèveriez probablement le cœur même. Oui. Mais j'ai eu l'occasion, j'ai failli... j'ai été invité par la faculté de musique de faire le spectacle avec Jean-François Rivet, le spectacle de fin d'année, je pense, de mi-année, des finissants. Et j'ai comme passé 3 mois là-dessus à me trouver une équipe, me faire la tête autour de... C'était pour la tragédie de Carmen. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas tous les choristes.
mais c'est le cœur. Hein? On parle du cœur du drame. Il y a quelques modifications, mais c'est les mêmes clés, en fait. Et là, j'ai vraiment fait table rase de tout et j'étais sur un cyclo, rétroprojection sur un cyclo, et tous mes personnages allaient se trouver en silhouette dans un contexte complètement stylisé, mais où j'irais, parce que là, j'avais la possibilité, je pourrais difficilement faire ça avec un cœur, encore que, peut-être, mais ça m'est venu assez facilement en pensant juste, j'avais les 4 interprètes principaux et 2 ou 3 secondaires, donc avec un nombre réduit de personnages et souvent duo ou trio, mais plus souvent duo, je pouvais vraiment jouer l'émotion de l'abstraction. Et donc, faire apparaître, parce que ça allait être dans une plus petite salle, ça allait être à Vincent d'Indy, avec l'avantage de la salle où la scène a été rehaussée à cause de la COVID, à cause de peut-être autre chose, mais en tout cas, la scène, c'est curieux, au balcon, on est à peu près au niveau de la salle. Donc, j'avais trouvé toute une approche qui me satisfaisait beaucoup et qui me faisait dire, tiens, je pourrais faire abstraction de toute la représentation, qui est un peu mon métier, et me lancer à corps perdu dans une aventure dont je ne mesurais pas très bien le risque, ni les tenants et aboutissants, mais qui me plaisait comme défi de metteur en scène. Intéressant. Une question, Sylvain. Bonjour, merci de cette super présentation. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'exerce aussi un peu ce métier de réalisation. Donc, je m'intéresse surtout, moi, présentement, à la question de l'espace. Et puis, je me disais que, bon, être à l'opéra puis regarder partout autour de soi, ben, c'est une sensation extraordinaire, mais c'est très, très différent, comme vous disiez tout à l'heure, Charles, du cinéma qui, lui, découpe l'espace, force le point de vue. Puis donc, il demande aussi au public d'oublier son espace, en fait, l'espace immédiat dans lequel il se trouve. Je me posais comme question, quelles ont été les options, justement, parce que vous parliez tantôt des moyens à la disposition du réalisateur ou du metteur en scène pour, disons, faire une forme de direction d'attention. Quels ont été les moyens que vous avez utilisés? Vous avez parlé, entre autres, de la lumière pour découper. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens que vous avez utilisés dans l'espace? C'est-à-dire dans l'espace scénique, Place des L'espace Arts. scénique, oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous êtes metteur en scène d'opéra ou metteur en scène de cinéma? Non, moi, je suis réalisateur, mais je fais aussi des expériences immersives depuis une dizaine d'années. Mais réalisateur de films ou d'émissions ou J'ai de fait surtout du documentaire. documentaires. Oui, Okay. c'est ça. Bon, mais le documentaire fait la même chose. Il Oui. élit des lieux, des gens, il fait des choix. Moi, ça n'a pas été dit en partant, mais j'ai eu aucune intervention dans ce qui s'est fait de captation. Ça a été donné à une équipe à part, parce que je ne pouvais pas m'occuper et de mettre l'opéra en scène. Avec le peu de nombre de répétitions qu'on a, on est complètement absorbé. Et c'est un opéra gigantesque. C'est quand même 2h30 avec 1h10 de chœur. Beaucoup de choses à régler. Donc, l'équipe qui est venue filmer avait son réalisateur à qui j'ai parlé. J'ai parlé des scènes qui m'étaient importantes et de ce que j'aurais souhaité voir mis en évidence ou mis en valeur dans ces scènes-là. Pour revenir à votre question, c'était tout un dépaysement. Et puis, pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire que ça a été un dépaysement parce que oui, quand on va à Wilfrid, puis qu'on s'assied dans la salle, puis que c'est les house lights, puis qu'on regarde le contexte, puis qu'on dit c'est un cadre immense. On peut se demander comment on va faire en sorte qu'on appelle le spectateur à regarder un endroit ou un autre. C'est sûr qu'il regarde naturellement la personne qui chante. Bon, mais mis à part ça, quelle est l'atmosphère dans laquelle on va le mettre? Et là, je trouve que l'opéra, qui n'a pas toujours joué dans les atmosphères, qui a beaucoup travaillé souvent ce que j'appellerais en house lights à l'époque, l'opéra, c'était comme,
on comptait sur la qualité des chanteurs qui étaient, et je n'invente pas le mot, là, c'est mes propres chanteurs qui le disaient, on est parfois comme manipulés comme des frigidaires, tu vas là et tu te mets sur ton X et tu chantes. Donc, tout mon travail a été de créer de la mobilité et du contexte. C'est-à-dire, quand Michaela va dans la forêt est stylisée avec des gobos dans la lumière, etc. Elle est au sol, la forêt, mais elle est menaçante parce qu'elle a l'air de produire des fantômes, des ombres, etc. Encore une fois, je faisais appel à l'émotion. Mais l'opéra a cet avantage-là sur le cinéma, qu'on peut regarder et l'interprète et s'ouvrir de manière panoramique sur le contexte. Et donc, si en lumière, on réussit à créer des zones, des douches, etc., il y a une bataille à un moment donné entre José et le toréador. Ils vont se battre à l'épée, au couteau ou à l'épée. Et là, j'ai demandé à l'éclairagiste de faire des douches de lumière pour qu'ils rentrent et qu'ils sortent, pour créer une espèce de spasme lumineux, pour que ça devienne un peu comme un strobe light, comme une lumière qui découpe le mouvement et fasse en sorte qu'on ne soit pas dans le réalisme, parce que vous en aurez sûrement vu de nombreux combats à l'opéra ou au théâtre, et ça a souvent l'air fauné, ça a souvent l'air, bon, je donne un coup comme ça, on se baisse pour l'éviter, mais on se baisse pour l'éviter bien avant que le coup vienne, mais trop à l'avance, pas à la dernière seconde, parce qu'on ne veut pas se blesser. Donc, j'ai eu un maître d'armes qui a beaucoup travaillé avec les acteurs pour essayer d'avoir un maximum de réalisme. Parce que par rapport à votre question, où est-ce qu'on regarde, mais où est-ce qu'on décroche? Mm-hmm. Et ça, c'est aussi dramatique que de regarder. Où est-ce qu'on s'ennuie? Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie? Parce qu'on n'a peut-être pas mis en place ou que le chanteur n'est pas bon, chanteur-chanteuse, ou que c'est un air qui ne nous plaît pas, ou qu'on n'a pas réussi comme metteur en scène à créer suffisamment de tension pour maintenir l'attention, justement. Donc, c'est vraiment une question intéressante qui se pose à tout bout de champ quand on travaille en salle de répétition et qu'il n'y a justement aucun éclairage. Il faut réussir, même dans cette salle-là, c'est comme un grand gymnase, dans le fond, avec des marques au sol, et il n'y a rien, il n'y a aucune émotion, il n'y a même pas de costume. Ils sont en jean et en t-shirt, et ils jouent des scènes qui ont à voir avec une autre époque. Donc, il faut déjà placer là les composantes du gros plan, du plan moyen, du plan large, auquel on va inviter le spectateur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, quand même, oui, oui. Okay. Beaucoup, oui. Olivier. Mais tu veux voir un autre extrait ou quelque chose, je peux attendre ou reporter. Non, mais moi, c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est vos interventions. La discussion qu'on a, c'est... Alors, on en profite, M. Binamé, tandis que vous êtes là. Et puis, pour poursuivre sur la question des rapports entre votre expérience de cinéma, votre expérience du théâtre, vous disiez, et c'est quand même très surprenant, vous disiez que vous étiez un amateur d'opéra, mais surtout wagnérien. Et vous avez mentionné le symbolisme de Wagner, ce détachement par rapport à, disons, au réalisme, mais en même temps, le cinéma, vous avez ce souci de donc, faire cette recherche historique, et vous avez fait donc, ces très beaux films historiques comme Séraphin, qui sont une grande justesse, et vous avez apporté à Carmen, parce que c'est quand même magnifique la mise en scène et la direction d'acteur dans ce Carmen, c'est extrêmement vivant, et à la fois, on retrouve dans cette adaptation, dans ce Carmen, le concentré de cette histoire, c'est quand même magnifique, puis c'est tout en subtilité. Et là, la captation nous montre effectivement la subtilité du jeu de ces chanteurs. Donc, c'est tout le travail que vous avez fait en amont. Mais pourquoi le cinéma est-il si désespérément réaliste tout le temps, et pourquoi l'opéra
se donne-t-il des libertés de plus grande abstraction alors que ce sont deux arts contemporains et très contemporains? Est-ce que le cinéma pourrait gagner à avoir un degré d'artificialité, d'abstraction, et comme l'opéra, d'une certaine manière, gagne à être plus réaliste parfois? Je ne sais pas, donc c'est une question un peu générale. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est une bonne question et pour laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, sinon que l'opéra, si on parle de l'Opéra de Montréal, a les moyens qu'il a. Hein. Si vous connaissez les budgets, ils sont 10 fois moins grands que les moyens de Toronto, ils sont, je ne sais pas, 20 fois moins grands que le Met, mais il a quand même des moyens pour réussir à montrer un Carmen qui avait quand même des décors importants, qui avait des mutations dans ces décors-là, qui avait de l'éclairage. L'éclairage coûte cher à l'opéra. Je ne sais pas combien de centaines de lumières j'avais d'accrochées. Le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte extrêmement cher. Et je pense que de baigner dans des mondes symbolistes, mettons, prenons ça comme exemple, demande beaucoup plus de fabrication au décor, aux costumes. Il faut trouver le sujet aussi qui s'apparente. Mais en admettant que le sujet existe, je ne suis pas sûr qu'on puisse financer des choses comme celle-là ici au Québec. Est-ce qu'on en voit dans le monde? Je ne sais pas, je n'ai pas à l'esprit un film en particulier, mais il y a dû en avoir. Des films qui plongent carrément dans des univers plus abstraits ou plus symbolistes. Mais je pense que la réponse courte, si on parle du Québec, ça a à voir avec les moyens qu'on a. Et peut-être, et là j'y vais sur un plan sociologique, de l'urgence qu'on a de parler de nous-mêmes. On est quand même une société jeune. Et si on parle de Wagner, bien, il a quand même plusieurs centaines d'années sous la ceinture, cette culture germanique. Donc, on est un peuple jeune, et je pense aux documentaristes auxquels je parlais tout à l'heure, on a comme souci d'enregistrer le réel, d'aller à sa rencontre, de l'expliquer, de se donner une mémoire, de s'expliquer. Moi, c'est ce qui m'a mu dans les films que j'ai choisi de faire, que je parle de Maurice Richard ou de Séraphin, ou des nombreux documentaires, j'en ai tourné beaucoup aussi, sur des artistes d'ici, sur des contemporains. Dont une grande chanteuse, Emma Albany. Dans Emma Albany, vous avez lu ma bio. Donc, on a à cœur de parler de nous. Oui, on pourrait parler de nous par notre imaginaire. Ils le font très bien, Marie Chouinard le fait. C'est curieux, on le fait plus facilement en danse qu'on ne le fait au cinéma, parce que la danse, dans le fond, est un art, on peut le dire, d'abstraction, qui manie l'abstraction, je pense, de façon beaucoup plus grande. La peinture est un art qui manie l'abstraction d'une manière où on rencontre un Riopelle et on le comprend, un Leduc et on le comprend. Donc, on a ces mouvements-là, dans ces arts-là, ont suivi les Jackson Pollock de ce monde et les de Kooning de ce monde. Et donc, on a emboîté le pas. On a eu notre révolution picturale également ici au Québec. Donc, c'est des arts qui sont peut-être moins liés au narratif de qui on est et plus à l'imaginaire de qui on est. Et j'ai l'impression que ça répond peut-être un peu aussi à la question que vous posez, c'est-à-dire notre cinéma, oubliez-le pas, est issu de l'ONF. L'ONF, c'était du documentaire. Tous nos cinéastes ont été formés au documentaire. Gilles Carle, Clément Perron, ils sont tous passés par l'ONF. Jean Baudin. Charles Binamé. Charles Binamé, oui, c'était exactement. Et à cette époque-là, justement, j'ai tourné beaucoup de portraits d'artistes en art visuel. Donc, c'est pas innocent, ça, d'être sorti de la cuisse du documentaire. Et je pense que c'est Godbout qui, un des premiers, a fait un X13 qui était un peu une espèce de folie. Mais voilà, on avait un auteur. On avait un écrivain qui, lui, jouait plus dans un cerveau peut-être plus imaginatif que nous, cinéastes. Je ne sais pas. J'avance tout ça sans y avoir réfléchi vraiment, mais c'est ce qui me vient, Olivier, comme ça, de
spontanément. Que c'est inspirant de cette ouverture vers tous les arts aussi. Je prendrais peut-être une dernière question pour étirer un peu notre temps. Et puis, Sarah, oui, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Sarah Bill, chorégraphe. Je travaille avec Anna et Olivier sur le séminaire d'opéra à l'UDM. Et ça m'intéresse tellement de vous entendre parler un peu sur le rôle, pour moi, c'est toujours le rôle potentiel de la danse dans l'opéra, parce que jusqu'à présent, la danse, c'est là comme un peu pour faire la fête ou c'est là comme arrière-plan. Mais pour moi, la danse, c'est tellement dans le jeu du corps tout le long. Et vous parliez un petit peu de comment vous avez joué, beaucoup travaillé le jeu avec les chanteurs. Et moi, ce que je remarque particulièrement dans cet extrait, c'est à quel point Carmen est très libre dans le corps, elle est fluide, elle est vraiment fluide dans son jeu. Et ça vient vraiment contraster avec le jeu de José, qui est vraiment très, très pris, très formel. Mais c'est toujours, pour moi, je commence un petit peu cette recherche dans l'opéra et le rôle du corps dans l'opéra, mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci. Puis, si je peux faire un peu de pouce sur votre commentaire, merci de votre commentaire, il est très juste. Et je pense qu'il gagne, il gagne à être développé avec les étudiants en chant, au sens où ils n'incarneront pas tous Carmen, mais ils vont incarner beaucoup de personnages qui ont le droit de bouger, qui ont le droit d'exprimer, qui ont le droit de... Et je pense que l'incarnation, au-delà de la mise en scène formelle, quand on a affaire à une pièce de danse sur une musique ou un divertissement, je pense que un des travaux que je fais, une des obsessions que j'ai, c'est de rendre tous les interprètes le plus fluides possible, le plus de leur faire sentir que la scène leur appartient et qu'ils pourront chanter même s'ils bougent. Parce qu'il y a ça aussi. Une bonne partie de la formation est au piano. Et donc, ils apprennent à trouver tout l'équilibre des résonateurs, de la respiration, mais le piano n'est pas loin. C'est pas une béquille, mais on ne leur demande pas de bouger. Or, moi, en répétition, une fois que j'introduisais la musique, je les faisais bouger. Je les faisais courir, je les faisais coucher à terre. Ils chantaient avec le piano, avec l'accompagnatrice. Je cherchais à casser cette espèce de moule que je sentais qu'il y avait chez eux, où ils étaient pas prisonniers de leur corps, ce serait trop fort, mais où ils n'avaient peut-être pas encore investi tout ce qu'ils pouvaient investir dans l'espace. Et le travail de chorégraphe, pour reprendre ce que vous dites, pour moi, il se fait dans le micromanagement de tout leur présence sur scène. Tout contribue à le langage du corps, d'autant plus à l'opéra où il y a une distance. Le langage du corps est diablement important. Et s'il est statique, c'est parce qu'on aura choisi qu'il soit statique à ce moment-là, pas par défaut, pas parce qu'il attend de chanter son morceau. Donc, toute cette fluidité-là doit devenir la fluidité de tous. Je crois que nous devons terminer maintenant. Premièrement, un immense merci. C'est des pépites d'or les unes après les autres, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est précieux. Je tiens à remercier les gens de la faculté de musique, de la faculté des arts et des sciences, en fait, le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, l'Observatoire du cinéma au Québec. Et puis à tous les étudiants qui êtes là, tous les profs, un immense merci pour votre participation active. Beaucoup de merci, beaucoup de félicitations. Alors, à la prochaine dans un prochain ciné-club du film sur l'art, parce que l'art, c'est partout. Et puis, ça va être annoncé bientôt. Merci à tous.